Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce thème numéro 95. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Patrick Lurette, qui est chercheur en éthique animale. Et donc, on va se poser la question en quoi l'éthique animale est un savoir novateur et comment elle peut amener à un monde plus juste pour tous les vivants, humains et non humains. Donc, je vous laisse la parole. Très bien. Merci beaucoup pour l'invitation à faire cette intervention concernant l'éthique animale. Donc la question que l'on va se poser, c'est celle de savoir si l'éthique animale, comme son nom ne l'indique pas, est seulement réservée aux animaux et si elle n'est pas également réservée aux humains. Alors, je ne vais pas dire ce qu'est l'éthique animale parce que c'est un savoir qui commence à être assez connu et puis on ne manque pas de livres, de documentation, de textes, etc. Donc c'est très facile de découvrir seul, puisque pour le moment il n'y a pas beaucoup d'autres moyens, l'éthique animale. Je vais dire un petit peu quelle est la caractéristique principale de ce nouveau savoir, qui est l'un des plus jeunes savoirs, puisque ça, tout le monde le sait, donc je vais commencer par dire des choses plus ou moins connues. L'éthique animale, c'est quand même un savoir extrêmement jeune, puisqu'on peut considérer que les premiers textes consacrés à l'éthique animale datent des années 60-70, avec donc ça fait une cinquantaine d'années. Donc c'est un savoir extrêmement jeune et malgré sa jeunesse, c'est un savoir extrêmement radical. Parce que dès ces années-là, à travers par exemple le livre un petit peu le plus populaire de l'éthique animale, le livre de Peter Singer qui s'appelle La libération animale, qui annonce clairement son programme, c'est à partir de ce moment-là que l'on s'aperçoit que l'éthique animale, c'est un savoir qui ne peut être que radical. Et en quoi réside sa radicalité? Sa radicalité réside dans la confrontation avec l'un des principaux obstacles au développement de l'éthique animale, l'un des principaux obstacles à la reconnaissance de considérations morales pour les animaux, voire dans le meilleur des cas à la reconnaissance de droits politiques. Ce principal obstacle, c'est le fait que nous vivons dans des sociétés profondément marquées, profondément façonnées, profondément créées par ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. L'anthropocentrisme, c'est le fait que l'homme est au milieu de toutes les activités sans exception. Et non seulement il est au milieu, mais quand on parle d'anthropocentrisme, on décrit l'homme comme étant celui qui défend d'abord et avant tout ses intérêts, avant de défendre les intérêts, dans le meilleur des cas, des autres formes de vie des animaux. Donc l'anthropocentrisme, c'est à la fois se traduit à la fois matériellement dans les faits, c'est-à-dire dans la société, dans les relations entre les humains et les animaux, dans l'économie, dans le droit, malgré des petits changements. Mais l'anthropocentrisme, c'est aussi l'incapacité de penser la possibilité de faire entrer les animaux dans ce qu'on pourrait appeler une considération morale. L'anthropocentrisme, c'est le principal obstacle pour faire des animaux des êtres avec lesquels nous pouvons avoir des interactions de type moral, caractérisées par des normes morales qui peuvent être le respect de leur liberté, le fait de ne pas les faire souffrir, etc. Ben ça, pour le moment, c'est encore difficile. Donc, ça veut dire que malgré l'existence de plus d'une cinquantaine d'années de ce jeune savoir, nous n'avons pas encore pu sortir de cet anthropocentrisme qui est présent absolument partout. Ça, c'est le premier point que je tenais à dire, parce qu'il me paraît intéressant que, contrairement aux apparences, ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup des animaux, et c'est le cas, la question animale est entrée enfin dans l'actualité depuis un certain nombre d'années, pour des raisons qu'on verra peut-être tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'on parle beaucoup des animaux, ce n'est pas parce qu'il y a des débats politiques récemment dans les partis politiques, chez les députés, etc. Ce n'est pas pour ces raisons-là qu'on sort pour autant d'une société marquée par l'anthropocentrisme. Et peut-être qu'on en est encore très très loin malgré les apparences. Donc, je pense que la principale question que tente de résoudre l'éthique animale, c'est qu'est-ce qui permettrait de sortir progressivement, parce que ça ne peut être que progressif, du fait que l'homme domine à peu près toute l'activité culturelle, toute l'activité sociale, toute l'activité économique. C'est lui qui exerce le pouvoir principalement. Et
à partir du moment où il a cette vision anthropocentrique, bien les animaux ne sont même pas considérés comme des personnes, évidemment. Les animaux ne sont même pas considérés comme des sujets. Donc, autrement dit, l'éthique animale, c'est à la fois un savoir extrêmement jeune, c'est un savoir qui se confronte à l'obstacle principal qui est terriblement ancré dans à peu près toutes les institutions, et en même temps, c'est le savoir le plus radical. Donc, c'est vraiment un savoir assez curieux, et être chercheur en éthique animale, c'est jouer sur ces différents tableaux. Alors, qu'est-ce qui pourrait permettre de surmonter ce principal obstacle qu'on appelle l'anthropocentrisme? Je pense que je vais proposer une espèce de liste de ce qui pourrait nous aider à sortir de l'anthropocentrisme, et cette sortie-là aurait des conséquences, je pense, assez positives aussi sur les relations non seulement entre animaux et humains, mais aussi sur l'existence même des humains principalement. Alors, ça c'est un autre élément fondamental de l'éthique animale sur lequel selon moi, on ne réfléchit pas beaucoup, on ne discute pas beaucoup, on ne pense pas beaucoup. C'est le fait que, une de mes hypothèses, c'est que nous ne pourrons pas sortir de l'anthropocentrisme si nous affrontons directement le problème. C'est-à-dire si nous expliquons directement que le principal obstacle, c'est le fait que l'homme domine absolument tout, exerce des effets de domination qui se traduisent par de la violence, et qu'il s'agit, par un appel un petit peu à l'éthique, de permettre de créer les conditions pour sortir de cet anthropocentrisme. Nous n'y arriverons pas, parce qu'il s'agit de déconstruire les conditions qui empêchent cette libération, à la fois animale et humaine, de se faire. C'est ce qu'on appelle, en éthique animale, l'intersectionnalité. Et je pense que ça, c'est un élément central de la réflexion sur la question animale. L'intersectionnalité, c'est de dire que, au lieu d'affronter directement le problème, qui consiste principalement à dénoncer, par exemple, les très très mauvaises conditions de vie des animaux, les formes d'exploitation, etc., il s'agit de montrer quels sont les différents types de pouvoirs qui empêchent véritablement d'identifier la domination et de la décrire telle qu'elle. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. Le mot le montre assez bien. L'intersectionnalité, c'est qu'en réalité, les formes de domination, pour pouvoir exister en tant que telles, pour pouvoir s'exercer en tant que telles, sont liées les unes avec les autres. Et donc, il n'y a pas qu'une seule forme de domination qui expliquerait l'obstacle principal qu'est l'anthropocentrisme. C'est-à-dire qu'en effet, l'anthropocentrisme décrit le fait que les animaux sont encore aujourd'hui, et ce dans toutes les sociétés depuis toujours, on peut dire, dominés par les humains. Les humains exercent une domination sur eux. L'idée de l'intersectionnalité, c'est de dire aussi que cette domination exercée sur les animaux s'exerce aussi sur d'autres éléments de la réalité. Et un élément central qui me paraît fondamental, c'est que cette domination s'exerce aussi sur, par exemple, la nature. C'est-à-dire que les animaux ne sont pas les seules victimes de cet anthropocentrisme, mais la nature, les écosystèmes naturels sont également directement touchés par cet anthropocentrisme qui conduit, ça tout le monde le sait, mais il s'agit de montrer les liens entre les problèmes pour essayer de tenter au moins de les identifier, ensuite de les surmonter. Il s'agit de montrer que c'est toute la nature dans son ensemble, écosystème naturel compris, dans lesquels il y a des animaux très différents les uns des autres, des animaux sauvages, mais aussi des animaux plus ou moins domestiqués, etc. Il s'agit de montrer que c'est aussi la nature qui subit cette domination anthropocentrique. Et là, l'exemple dont on ne peut pas ne pas parler, c'est ce qui arrive aujourd'hui avec la crise sanitaire. La crise sanitaire peut être décrite comme la dernière crise grave qui traduit le fait que le pouvoir anthropocentrique s'étant exercé sur la nature à travers des actions d'une violence inouïe qui touchent à la fois les écosystèmes et la déforestation et certaines espèces animales ici sauvages, qui ont totalement perturbé, détruit leurs écosystèmes qui étaient des lieux de vie, des habitats naturels. Ces animaux ne disposant plus de lieux pour vivre, ne disposant plus d'habitats naturels, vous le savez, se sont rapprochés des sociétés humaines et ont d'abord entré en interaction, ces animaux sauvages, avec des espèces domestiquées, dont on sait maintenant que ce sont les principales voies qu'elles représentent, ces espèces domestiquées, les principales voies de transmission des maladies. Vous savez ça, qu'aujourd'hui, 70% des maladies qu'on appelle les zoonoses sont d'origine animale.
C'est-à-dire que cela traduit le fait, et c'est comme ça qu'il faudrait le décrire du point de vue de l'éthique animale, cela traduit le fait que la violence exercée est telle sur les animaux que cela produit des maladies, non seulement sur les animaux sauvages, mais principalement sur les animaux domestiques, les animaux d'élevage, les animaux de ce qu'on appelle l'agro-industrie, que ces animaux sont en mesure de dérégler des sociétés humaines avec lesquelles ils entretiennent des liens très, très étroits, qui pour le moment sont des liens de domestication et principalement des liens qui reposent sur l'exploitation de ces animaux. Autrement dit, cet anthropocentrisme-là, il ne détruit pas seulement des systèmes naturels, il ne détruit pas seulement des sociétés animales, des cultures animales telles qu'on les trouve dans les espaces sauvages, on peut les décrire comme ça, mais cet anthropocentrisme aussi se traduit aussi sur les espèces domestiquées qui sont les principales voies de transmission de ces nouvelles maladies zoonotiques qui proviennent principalement des animaux. Et donc, vous voyez le lien, le fond du problème est le suivant, c'est que si on fait une lecture à partir de l'éthique animale de la crise sanitaire actuelle, on s'aperçoit que si on avait un autre regard sur les espèces animales, qu'elles soient sauvages ou domestiquées, on aurait pu s'éviter une crise mondiale qui est une crise aussi politique, qui est une crise économique et qui a des conséquences sur la vie des personnes humaines elles-mêmes. Autrement dit, l'éthique animale, elle permet de montrer que si il sera difficile que les hommes perdent une grande partie de ce pouvoir anthropocentrique dont ils disposent, à un moment donné, ils seront bien obligés de se dire, mais est-ce que cet anthropocentrisme n'a pas atteint des limites tellement grandes qu'il va jusqu'à détruire, y compris, et pour le moins perturber, dérégler, déranger des sociétés humaines, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, on en est loin encore de cette vision qui prendra en compte d'autres formes d'intérêt que les formes d'intérêt proprement humaines, mais il faut pousser les débats pour montrer qu'il serait dans l'intérêt des hommes de prendre en compte d'autres formes de vie, parce que ça leur permettrait égoïstement, dans un premier temps, de se protéger de ces crises sanitaires à répétition. Ce n'est pas la première et ce ne sera pas la dernière, qui perturbent aussi les sociétés humaines, qui créent de l'angoisse, qui créent de l'anxiété, qui perturbent les populations les plus fragiles, etc. Donc l'idée, c'est de faire entrer dans les préoccupations politiques, dans les préoccupations juridiques, une espèce d'intérêt bien compté qui conduirait, par exemple, les humains à se dire, mais on ne peut pas ne pas sortir du centre de la société, c'est pas imaginable pour le moment. Ce que l'on peut faire, c'est prendre en compte d'autres intérêts pour au moins nous protéger de ces crises sanitaires à répétition. Ça, ce serait un apport considérable de l'éthique animale, mais je dis pardon à mon chat, mais ce n'est pas du tout gagné parce que on est dans ces formes de domination qui interagissent les unes avec les autres et qui sont indestructibles. Donc ça, c'est premier exemple d'intersectionnalité, le fait que la violence, elle s'exerce directement sur les écosystèmes. Mais la violence, et c'est une deuxième forme de domination qui là est du côté proprement de l'humanité, et ça c'est ce qu'a montré l'éthique animale, à travers, je répète, cette notion d'intersectionnalité, c'est que cette domination de l'homme s'exerce aussi à travers ce qu'on appelle la domination masculine. C'est-à-dire qu'il s'agit de montrer que ce sont, dans la plupart des sociétés humaines, des hommes de sexe masculin qui exercent un pouvoir sur les animaux, ça c'est évident, qui exercent un pouvoir sur la nature, ça c'est maintenant évident, mais ce pouvoir, il exerce aussi sur les personnes de sexe féminin. C'est ce qu'on appelle, c'est bien étudié par les sciences sociales, par la sociologie, par l'anthropologie, la domination masculine. Autrement dit, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que dans l'éthique animale, on ne peut pas séparer la domination sur les animaux, la domination sur la nature et la domination sur les femmes. Ça veut dire que pour commencer à transformer les sociétés vers moins d'anthropocentrisme, il faudrait travailler en même temps sur ces trois éléments. Moi, mon hypothèse, c'est que c'est ce à quoi on est en train d'assister. C'est-à-dire qu'on n'a jamais autant parlé
des luttes féministes en lien avec la question animale, même si ça reste assez peu développé. On n'a jamais autant parlé des luttes écologistes pour protéger l'environnement, etc., même si ça reste très, très peu développé. Et on n'a jamais en même temps autant parlé des luttes animalistes, même si ça reste encore une fois très marginal et très peu développé. Autrement dit, on ne peut plus séparer en éthique animale l'homme, les animaux, les écosystèmes, les femmes, etc., etc. Sinon, on ne pourra pas résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ça, c'est le premier élément que je voulais développer, qui est très général, mais je crois que c'est ça l'intersectionnalité. Et l'éthique animale nous a quand même permis de réfléchir au fait que les formes de domination, si on les sépare, on passe à côté de la possibilité au moins de les décrire, de les identifier, et dans le meilleur des cas, de les contester, ce qui reste encore de l'ordre des luttes à venir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément consisterait à dire que l'éthique animale, c'est également, ce serait un savoir également qui pourrait servir à l'humanité, parce que on comprend maintenant que l'éthique animale développe des formes de vie, des modes de vie qui sont respectueux principalement des animaux, ça on le sait, à travers par exemple des modes de consommation qui respecteraient certaines formes de vie animale. Et là, je veux parler de cet immense problème qui consiste à ce que l'éthique animale a beaucoup réfléchi sur nos modes d'alimentation, qui sont principalement des modes d'alimentation carnivores. C'est-à-dire qu'on sait maintenant, et on pourrait développer ce point, encore une fois pour montrer que la question animale est inséparable de la question humaine, on pourrait développer et réfléchir sur ce point que, par exemple, aujourd'hui, sur le plan sanitaire, la nourriture qui provient de l'agro-industrie crée beaucoup plus de problèmes qu'elle n'apporte de solutions. Des problèmes liés à des problèmes de santé, des problèmes d'obésité, etc., etc. Et donc, ce serait aussi, il serait dans l'intérêt des sociétés humaines, ici principalement les plus riches, mais pas seulement. Ça concerne aussi des sociétés qui appartiennent au Sud. Il serait aussi dans l'intérêt de ces sociétés de réfléchir à la possibilité de sortir le plus vite possible de cette agro-industrie qui est la principale cause de souffrance et d'exploitation des animaux. Et je pense que les conditions sont réunies pour aller vers une agriculture plus respectueuse des écosystèmes. C'est-à-dire que ça ne dépend que des institutions politiques. Et donc toute la question, c'est comment arriver à convaincre les institutions politiques et principalement l'État de mettre fin à cette agro-industrie. Alors, c'est tout un processus très complexe qui devrait être mis en œuvre à travers des politiques publiques, mais ces politiques publiques pourraient prendre la forme d'une reconversion de ces emplois vers des emplois plus liés à l'écologie. C'est tout à fait imaginable. Aujourd'hui, l'économie en tant que science sociale est en train d'intégrer la dimension écologique à ses principes, à ses catégories, etc. Et donc, on va aller progressivement vers un savoir économique qui intègre l'environnement. Moi, mon rêve, c'est que le savoir économique, puisque je parle de ce savoir parce que c'est le principal savoir utilisé par l'État, je rêve que ce savoir économique intègre aussi le point de vue animal, ce qui n'a pas encore fait, malgré le fait qu'il existe quelques économistes qui prennent en compte la question. Et je veux dire par là que nous disposons de tous les outils nécessaires, les outils théoriques, les outils pratiques, pour aller vers des économies vertes qui prendraient en compte d'autres intérêts que les purs intérêts humains, ce qui est le cas aujourd'hui. Ça, c'est le deuxième aspect. Je pense que d'ici quelques années, on va aller vers des sociétés qui accepteront l'idée que ce qui peut être aboli, sans que ça pose trop de problèmes pour le moment, c'est les formes de l'élevage industriel qui concernent l'immense majorité des animaux. On sait que, et ça suffit de lire des livres pour le savoir, donc c'est un savoir public,
On sait que 90% de la production porcine, c'est de l'élevage industriel, 60% de la production de viande bovine, c'est de l'élevage industriel. On pourrait peu à peu aller vers au moins une agriculture véritablement écologique, écologiste, et une agriculture qui prendrait en compte certaines conditions de vie animale. Alors vous allez me dire, c'est un argument que j'accepte, mais l'éthique animale ne se contente pas d'en rester là. L'éthique animale, tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'éthique animale disent qu'il faut aller vers une abolition de l'exploitation des animaux dans les sociétés, puisque nos sociétés, tout le monde le sait, reposent sur l'exploitation des animaux. Aucune société ne s'est développée sans recourir à l'instrumentalisation, à la réification, à la chosification des animaux. C'est vrai, mais on n'y arrivera pas à abolir directement ces sociétés, encore une fois, directement. Il faut passer par des intermédiaires, par des mécanismes indirects, etc. Et je pense que la santé pourrait constituer un objet intéressant pour conduire les populations à se demander si on ne peut pas inclure dans ce qu'on appelle le bien commun d'autres intérêts que ceux des humains. Ça, c'est le deuxième élément qui me paraît fondamental. Et je pense qu'on peut y arriver en poussant, en militant, en faisant, par exemple, c'est ce qui s'est passé à Lyon, puisque j'habite à Lyon, en faisant ce qu'a fait le maire de Lyon, et c'est tout à fait admirable, je le défends, j'en parle à tout le monde. Le maire de Lyon a décidé d'enlever la viande de tous les restaurants des cantines scolaires. C'est une décision historique, c'est fabuleux. Et ça j'en parle parce qu'on a vu la réaction de l'État. L'État, pour le moment, n'est pas en mesure d'accepter ce type d'alimentation. Et la question, c'est de savoir, mais pourquoi? Est-ce que ce sont seulement pour des raisons économiques, comme je l'ai dit tout à l'heure? Est-ce que c'est parce que l'État pense que si on fait disparaître la viande des repas, des cantines scolaires, on va aller vers plus de chômage, etc. Je ne pense pas. Je pense que le problème économique, on peut le résoudre sans trop de difficultés avec des politiques publiques ambitieuses, de qualité, etc. C'est tout à fait possible. On a, je répète, les outils, les critères, les catégories de pensée pour le faire. Donc, c'est un problème un peu plus complexe. Et c'est le troisième élément que je voulais développer. Pourquoi l'État résiste autant à des changements d'attitude de la population envers les animaux? Je pense que c'est ça la grande question. Et cette question-là, c'est selon moi le point faible de l'éthique animale. L'éthique animale, jusqu'à maintenant, a réfléchi sur la possibilité d'inclure dans la considération morale, dans le respect moral, d'autres vies que des vies humaines. Mais n'a pas véritablement réfléchi à la possibilité d'inclure aussi non plus le cercle moral, le cercle de considération morale, mais dans le cercle politique, dans le domaine de la politique, des vies animales. Et donc, ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'il faut, peu à peu, convaincre l'État qu'il est possible de considérer que les animaux ne doivent plus être des choses, des biens, comme ils le sont aujourd'hui dans le droit. Vous savez que le droit, c'est un sujet très complexe, mais l'éthique animale a beaucoup réfléchi sur le droit. Aujourd'hui, le droit qui a fait d'immenses progrès, maintient encore les animaux dans la catégorie fondamentale du droit, qui est la catégorie de biens matériels. Ça, tout le monde le sait. Pour le moment, le droit ne considère pas que les animaux peuvent entrer dans la catégorie des personnes. C'est un débat qui va s'amplifier dans les années à venir. Et donc l'État, au fond, se sert du droit pour ne rien changer. Toute la question, je répète, c'est comment expliquer que l'État avec un E majuscule, et on a vu la réaction des ministres, hein, ils ont violemment demandé au maire de mettre de la viande, comme si la présence de viande dans les cantines scolaires donnait un sens à ce que c'est qu'un État, à ce que c'est qu'un gouvernement, à ce que c'est que faire de la politique, etc. Donc, c'est très intéressant ce qui est en train de se passer, au moins en termes de réaction, un peu animale, mais au mauvais sens du terme, de ces ministres qui ont dit au maire, vous allez contre la loi, etc. Pourquoi l'État résiste autant? Ça, c'est la grande question. Moi, je pense que si l'État résiste autant, c'est parce que
l'État a une vision totalement archaïque de ce qu'est un animal. Pour l'État, qui s'est construit en grande partie contre une vision animale de la vie, cette construction de l'État a consisté à dire l'État, c'est un système politique dans lequel on a des sujets qui ont des droits, en effet, mais aussi des devoirs. Et à partir du moment où les animaux ne sont pas des sujets, comme je l'ai dit, pour le moment, le droit ne reconnaît pas les animaux comme étant des sujets. À partir du moment où l'État est convaincu de l'idée que les animaux sont encore des biens, que les animaux ne peuvent pas être des sujets, que les animaux ne peuvent pas avoir de droits et encore moins des devoirs, eh bien, le blocage ne peut être que profond. Et donc, tout le travail de l'éthique animale consisterait à montrer que cette vision que l'État se fait des animaux est totalement archaïque. C'est une vision qui a environ 5 siècles. C'est une vision qui est liée au fait que l'État, pour se créer comme État souverain, a été obligé d'élaborer cette conception totalement fausse de l'animal pour justement valoriser l'humain, le sujet, cet être-là dont on a parlé au début, qui est l'être de l'anthropocentrisme. C'est-à-dire que l'État, pour le moment, ne conçoit pas la possibilité d'inclure d'autres vivants dans la politique. Et donc, il s'agit, du point de vue de l'éthique animale, de montrer que non seulement l'image est totalement fausse, que c'est une vision archaïque il y a 5 siècles, qui a été élaborée par des penseurs du politique qui ont inventé l'État moderne, des penseurs anglais, des penseurs français, etc. Majoritairement, ça vient de la pensée politique, hein, cette idée que l'animal ne peut pas être un sujet de la politique, puisque une des grandes croyances de la politique contemporaine, c'est celle qui consiste à dire que les individus établissent un contrat avec les institutions politiques, c'est ce qu'on appelle le contrat social, qui conduit les humains à accepter ou pas de respecter ce contrat. Les humains qui ne respectent pas ce contrat, ben, ne participent pas à la vie politique, même si la participation est très très faible et qu'on n'est pas véritablement encore dans des sociétés véritablement démocratiques, je pense. Mais vous concevez le problème facilement, c'est-à-dire qu'il est impensable de considérer, à partir de cette idée de contrat, qu'on peut établir des contrats avec les animaux, puisque les animaux, d'abord, ils ne vont pas comprendre ce qu'est un contrat, etc. Donc les blocages sont très profonds. Les blocages viennent d'une vision totalement anthropocentrique de ce qu'est un sujet. Les blocages de l'État viennent d'une vision qui considère que seul l'homme est capable d'être libre et que les animaux sont des êtres, en fait, irresponsables. La responsabilité, elle est purement du côté humain et elle ne peut pas exister, du côté des animaux qui sont vus comme des êtres irresponsables. Et c'est pour ça, par exemple, cette idée d'irresponsabilité, elle se traduit dans le fait que l'État, par rapport aux espèces sauvages, n'a rien à dire, parce qu'il les considère comme des êtres totalement irresponsables, des êtres qui ne peuvent pas, avec lesquels on ne peut pas entrer en interaction, des êtres avec lesquels on ne peut pas, des êtres que l'on ne peut pas inclure dans une réflexion politique, et encore moins des êtres à qui on peut accorder des droits politiques, ce qui serait évidemment l'idéal, et c'est ce que défend l'éthique animale. Et donc, ce qu'il faut, et c'est la dernière dimension de l'intersectionnalité, ce qu'il faut, c'est imaginer un autre type d'État, un autre type de souveraineté, une autre manière de faire de la politique. Et mon inquiétude, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le livre que je viens de publier, qui s'appelle « Une éthique animale pour le XXIe siècle », mon inquiétude, c'est que, ça peut être l'objet de discussion entre nous, mon inquiétude, c'est de dire que pour que l'État commence à voir autrement les animaux, il faut montrer que les animaux peuvent être des êtres responsables. Donc, il faudrait quasiment créer des lieux où les animaux auraient des espèces de droits politiques qui montreraient que quand l'animal est protégé, entre guillemets, parce qu'il y a plusieurs formes de protection, quand l'animal est protégé, même si ce sont des animaux sauvages, ils ne font pas n'importe quoi, ils ne se comportent pas de manière irresponsable, etc., etc. Donc il faudrait que l'État laisse la possibilité d'expérimenter, au sens politique du mot, pas au sens scientifique, qui est une autre forme de violence exercée sur l'animal. Il faudrait que l'État crée les conditions pour expérimenter. Pour faire ça, il faut que le droit se transforme,
il faut que l'État se transforme, mais il faut aussi, et c'est ma principale source d'inquiétude, il faut que ceux qui défendent aujourd'hui les animaux, par exemple dans le domaine politique, à travers les femmes et les hommes qui sont engagés dans des mouvements associatifs animalistes, dans des partis politiques, principalement et c'est pour moi quelque chose de très positif, hein, le parti animaliste, il faut que ces personnes insistent beaucoup plus, non pas seulement comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant sur le fait que les animaux sont victimes de cet anthropocentrisme, maintenant tout le monde le sait, y compris ceux pour qui ce n'est pas un problème, mais il faut que les animalistes de tous bords défendent l'idée que les animaux sont des êtres qui peuvent se comporter de manière responsable dans ce qu'on appelle l'agentivité. Les animaux ne sont pas seulement ce qu'on appelle en éthique animale des patients, c'est-à-dire des individus qui subissent les formes de violence, mais si on crée les conditions politiques pour que les animaux puissent sortir de cet anthropocentrisme, eh bien, les animaux sont des êtres qui ont ce qu'on appelle une agentivité. Alors l'agentivité, c'est le concept central de l'éthique animale selon moi. Et cette agentivité, c'est que elle peut prendre des formes très très empiriques. Par exemple, pourquoi ne pas imaginer et proposer, et c'est ce que devraient faire les personnes engagées dans la cause animale, et principalement les personnes qui travaillent dans le parti animaliste, les élus, dans les mairies, etc. Pourquoi ne pas proposer dans certaines villes des lieux où les chats seraient libres et disposeraient de nouveaux droits politiques, pour voir comment ça fonctionne. Le but restant de convaincre l'État que des animaux à qui on reconnaîtrait, alors on commencerait par les chats, il faut y aller par étapes, je pense, les animaux et principalement cette catégorie de chats libres, qui me semble une catégorie fondamentale, à partir du moment où on aurait ces lieux protégés, on aurait des animaux qui vivraient en liberté, etc. Regardons ce qui se passe. Quelles sont les interactions qu'ils auraient entre eux? Alors évidemment, ça implique de ne plus faire ce que font beaucoup de mairies, c'est-à-dire quand il y a un problème, de s'attaquer à ces animaux, voire de les enfermer, de les tuer, etc. Donc l'idée d'accorder des droits politiques à ces chats libres dans certaines villes, comme ça pourrait être défendu par certains élus, ça consisterait aussi à dire on ne tue plus d'animaux, on ne s'attaque plus à eux, parce qu'il faut sortir de ce que j'appelle le naturalisme. Et je pense que c'est ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est que tout le monde, y compris les animalistes, sont encore dans l'opposition qui structure tous ces problèmes, c'est-à-dire l'opposition entre la nature et la culture. Nous considérons encore les animaux comme des êtres appartenant seulement à la nature, c'est-à-dire comme des êtres ayant un corps qu'il faut évidemment protéger dans le meilleur des cas, qui souffrent aussi, hein. Mais les animaux ne sont pas qu'un corps. Les animaux ont une intelligence sociale. Les animaux ont une capacité d'interaction avec les humains. Les animaux ont une capacité de décision. C'est tout ça l'agentivité. Et je suis persuadé que tant qu'on n'aura pas créé les conditions pour faire exister socialement, politiquement, culturellement cette agentivité politique, rien ne bougera. Et l'État ne changera pas. Et quand un maire d'une grande ville comme Lyon décidera d'imposer autoritairement les repas végétariens, l'État lui dira « tu n'as pas le droit de faire ça parce que nous, État, on représente la bonne vision de l'animal. L'animal qui est réduit à un corps, l'animal qu'on est là pour s'approprier, l'animal qui est là pour se mettre au service de l'humain, etc., etc. » Donc, il faut changer nos discours sur l'animal, il faut utiliser de nouvelles catégories de pensée, comme celle que j'ai ici un peu listée rapidement, principalement la question de l'agentivité. Il faut sortir de la pure considération morale et aller jusqu'à la possibilité de reconnaître progressivement des droits politiques à certains animaux pour les étendre à d'autres espèces animales. Dans un premier temps, je pense qu'on pourrait, en poussant cette idée, on pourrait accorder des droits politiques, par exemple, à aux animaux dont on est les plus proches, les chats et les chiens, dans un premier temps, pour voir comment ça fonctionne, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne en réalité. Hein, on n'a pas l'expérience, les humains n'ont pas l'expérience d'animaux libres pour le moment. Ils ont été incapables de créer les conditions pour voir ce que c'est qu'être un animal libre. Donc c'est quand même un immense problème, comme, dont j'ai expliqué l'origine, parce que les humains sont persuadés que la liberté n'existe pas dans le monde animal.
que les animaux sont des êtres soumis à des déterminismes. Les animaux sont des êtres qui ne se transforment pas, sont des êtres qui ne peuvent pas s'adapter, etc. Donc une vision totalement archaïque de l'animal dont tout le monde est victime. Et la crise actuelle le démontre amplement. Donc il faut changer les discours, il faut changer les catégories de pensée, il faut travailler pour diffuser ces nouvelles idées dans les institutions politiques qui sont aujourd'hui le principal obstacle. Il faut créer les conditions pour sortir de ce que j'ai appelé tout à l'heure la domination masculine, c'est-à-dire le fait qu'on est encore dans des sociétés patriarcales où ce sont les hommes qui prennent les décisions. Et quand un homme prend une décision, il prend la plupart du temps une décision contre les intérêts des animaux, contre les intérêts évidemment des écosystèmes, mais aussi contre les intérêts plus féminins, voire féministes. Donc, c'est tout ça qu'il faut changer. C'est une révolution politique à laquelle j'appelle, et l'éthique animale imagine de nouvelles sociétés où la liberté ne serait plus le propre de l'homme, mais serait partagée par toutes les espèces, des espèces sauvages qui sont détruites pour le moment, aux espèces dont on est les plus proches, dont on expérimenterait l'idée avec elles d'une liberté politique, pour voir comment ça fonctionne, jusqu'à, je vais m'arrêter là parce que j'ai peut-être trop parlé, jusqu'à ce que moi j'appelle, et je l'explique dans le livre, une dédomestication. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, la domestication qui a environ, on va dire, 5000 ans, hein, en gros, on pense que la domestication a environ 5000 ans, on a commencé avec les chiens. Cette domestication-là n'a plus de sens si on n'introduit pas une séparation avec les animaux domestiqués. Et cette séparation, comme je l'ai dit, on peut commencer à l'introduire. Alors, ce n'est pas une séparation physique, puisqu'on sera toujours en interaction avec les chiens, les chats, mais c'est une séparation politique. On sera dans des espaces politiques où il y a plus d'autonomie, plus de liberté, etc., etc. Et donc, je pense qu'il faut qu'on aille vers une dédomestication qui pourra transformer, y compris les catégories juridiques. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai défini ce que moi j'appelle l'éthique animale et je reste à votre disposition s'il y a des questions, des précisions ou des critiques, des commentaires, etc. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation. On a déjà beaucoup de questions dans le chat. Je ne sais pas si vous pouvez accéder au chat ou si les gens qui ont posé des questions, oui, ce serait bien que vous pourrez rallumer vos micros oui, pour poser la question. avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous exprimer par rapport à ce que j'ai dit ou s'il y a des obscurités, etc., etc. Je vais mettre le chat, discussion. Mais allez-y, exprimez-vous, hein, je vous écoute. Alors, je peux lire éventuellement. Ah oui, bah, allez-y. Ouais, bonjour. Bonjour. C'est moi qui ai écrit la première question. Ok, tu peux nous la lire, s'il te plaît? Voilà. Je suis dehors là, mais j'espère que vous m'entendrez bien. Oui, on t'entend très bien. Nous t'écoutons. Super. Ma question est longue, mais je voulais bien développer. On connaît bien l'article du Code rural L214 qui donne quelques droits aux animaux qualifiés d'êtres sensibles. Et peut-on parler d'éthique animale pour des animaux qui ne sont pas dotés de sensibilité? Je pense aux insectes, aux vers, aux marins, aux éponges. Et je pense personnellement que ce qui justifie les droits moraux, c'est bien la conscience de sa propre douleur. Mais j'aimerais que vous m'apportiez quelques contre-arguments pour que je puisse étayer ma pensée. Très bien. Alors, en effet, un des grands points de réflexion et de travail de l'éthique animale, c'est sur le principal problème, c'est-à-dire que la domestication provoque de la souffrance animale. Alors, c'est intéressant le terme de souffrance, parce que pendant longtemps, et ça, les institutions scientifiques, puisque là, je suis invité par une institution scientifique, pendant très longtemps, les institutions scientifiques, alors les institutions scientifiques liées à la santé, à la médecine, comme l'INSERM, le CNRS, etc., n'osaient pas prononcer le mot de souffrance animale. Et ça fait, par exemple, quelques années, il y a eu un rapport très important a été publié par des scientifiques. Le titre du rapport, c'est « Les douleurs animales ». Comme si on ne voulait pas reconnaître que ce qui provoque cette souffrance, ce sont les conditions de vie des animaux, principalement avec nous. C'est-à-dire que, comme si on ne voulait pas reconnaître une part de responsabilité de l'homme dans cette souffrance animale. L'idée de douleur, c'est quelque chose de neutre, d'objectif.
c'est quelque chose qui dit les animaux souffrent, mais parce qu'ils peuvent tomber malades. Et en cela, les hommes ne sont pas véritablement responsables. Bon, ça, c'est le mot de douleur, pardon. Le mot de souffrance, c'est autre chose, parce que dans le mot de souffrance, il y a l'idée que l'animal dispose d'une conscience de sa souffrance, d'une subjectivité. Alors, pour répondre directement à la question de cet intervenant, pour le moment, on est sûr que tous les mammifères disposent de la capacité à souffrir. Mais on est allé plus loin, c'est un nouveau chantier de l'éthique animale. Maintenant, on sait que tous les poissons disposent de la capacité à souffrir. C'est-à-dire que, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, mais le maire de Lyon n'est pas allé assez loin, parce que vous le savez peut-être, dans les repas sans viande, il y a des poissons. Il y a du poisson. Et donc, ça veut dire que, pour le moment, on n'a pas encore pris en compte la question liée au monde des poissons, où on sait, parce qu'on peut la mesurer, on peut l'analyser, qu'il y a une immense souffrance. Et plus la pêche est industrielle, et plus il y a de la souffrance des poissons pêchés, etc. Ça, c'est encore un sujet tabou dont on peut malheureusement penser que ça va mettre beaucoup de temps à être pris en compte. Pour le moment, la seule souffrance à laquelle on s'intéresse, c'est la souffrance des animaux de compagnie et peu à peu des animaux d'élevage, mais on en est encore très loin. Alors, pour ce qui est des insectes, mon point de vue, c'est de dire que à partir du moment où les relations que nous établissons avec les animaux ne provoquent pas de la souffrance, ne créent pas de la souffrance, et que on peut éviter que nos relations avec eux passent par la mort de l'animal, hein, ce qui implique aussi qu'avant de le tuer, on l'a instrumentalisé, on l'a exploité. Je pense qu'il faudrait aussi se donner comme obligation de s'interdire, y compris de tuer des insectes, même si ils ne souffrent pas. L'idée, c'est que nous disposons de tous les éléments pour éviter de mettre fin à la vie d'animaux qui ne nous ont pas demandé d'être ici avec nous dans ce processus domesticatoire, de la domestication. Donc l'idée, c'est ça. L'idée, c'est d'apprendre à créer de la distance avec eux. Et donc d'essayer d'élaborer de nouvelles relations qui ne soient plus réduites à la question de la souffrance. Ce n'est pas parce que les insectes ne souffrent pas qu'on va continuer à les exploiter pour les manger, non. Les insectes, on ne sait pas trop s'ils souffrent. Il est probable que non, c'est fort probable, parce qu'ils ne disposent pas d'un système nerveux central comme les mammifères et comme les poissons, c'est-à-dire l'immense majorité des animaux. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne souffrent pas qu'il faut les exploiter pour autant. On peut se passer d'eux pour continuer à vivre, pour que l'humanité puisse continuer à vivre dans les meilleures conditions et de manière éthique. Voilà ce que je répondrai. D'autres questions? Allez-y. Oui. Oui. Alors bonjour, merci pour votre intervention. Merci. Moi j'en avais une sur les possibilités politiques des animaux. Parce que donc si les animaux, donc vous évoquiez par exemple les chats en liberté dans une ville, sont dotés de droits et de devoirs politiques, comment on les matérialise et comment, parce que donc des droits imposent des devoirs, sinon c'est pas vraiment des droits. Ouais. Comment on les matérialise? Comment en fait les chats exprimeraient ces droits politiques et surtout qu'on comprenne en fait l'expression de leur volonté, parce que le dialogue est pas forcément évident entre les deux. Et par exemple, un droit politique qui est, je dirais, fondamental dans les démocraties, du moins occidentales, c'est le droit de vote. Comment on transcrit le droit de vote pour les chats, par exemple? Et j'avais aussi une petite question sur le fait que l'expérience libre des animaux, et vous disiez qu'elle n'ait jamais vraiment existé, mais avant l'apparition de l'homme sur Terre, qui date en gros de, allez, on va être large, 3000 ans, un peu moins, même 5000. En tout cas, avant, il y avait quand même des millions d'années d'animaux et il n'y a pas eu pour autant, pas que je sache en tout cas, l'apparition de schémas politiques chez les animaux tels qu'on les connaît. Alors, je voulais un peu avoir vos avis là-dessus. Ce sont de très bonnes questions qui intéressent beaucoup, évidemment, l'éthique animale. Alors, pour la première, cette idée de droit politique, alors évidemment, il ne faut pas projeter la catégorie de droit politique, qui est une catégorie proprement humaine, sur ces animaux. Ça ne peut pas être
identique. Ça ne peut pas être identique parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de différences entre les humains et les animaux. Mais il y a des éléments communs. Et quel serait l'intérêt pour ces animaux-là? Parce que l'éthique animale, elle oblige à essayer d'adopter un point de vue non anthropocentrique, c'est-à-dire un point de vue qui n'est pas centré sur l'homme. Qu'est-ce que ça apporterait aux animaux que de disposer de droits politiques? C'est comme ça qu'il faut poser la question. Ce n'est pas, au fond, ce que ça nous apporterait à nous, parce qu'à nous, ça ne nous apporterait pas grand-chose, en fait. Qu'est-ce que ça apporterait aux chats libres de disposer de droits politiques? Eh bien, d'abord, ça leur apporterait la possibilité de ne plus vivre dans des conditions dans lesquelles ils ne sont pas protégés par le droit. Aujourd'hui, il y a des millions de chats, alors pas vraiment libres, mais de chats en liberté, ce n'est pas tout à fait la même chose, qui sont pourchassés, qui vivent des expériences traumatisantes, etc., etc. Et donc, dans un premier temps, l'intérêt pour ces animaux-là d'avoir des droits politiques, l'intérêt minimal, ce serait au moins de ne pas subir la violence humaine. C'est-à-dire la violence qui provient de vivre dans des sociétés totalement fabriquées pour les intérêts de l'humain. C'est déjà beaucoup. Première chose. Deuxième chose, alors évidemment, on ne va pas faire voter les animaux, ce n'est pas du tout ça que dit l'éthique animale. Ce que l'on va faire, c'est qu'on peut imaginer qu'il y ait dans chaque mairie un élu du parti animaliste, dans le meilleur des cas, puisque ce sont eux les véritables animalistes, un élu qui serait en interaction étroite avec ces chats libres pour voir si leurs conditions de vie sont respectées, de quelle manière on peut intervenir, parce que là aussi, on devra intervenir. On ne peut pas laisser les chats libres dans ces zones politiques, je ne sais pas comment les appeler, se reproduire comme ça. On aurait des politiques de stérilisation pour réglementer la reproduction, etc., etc. Mais l'idée, c'est que ces chats disposent d'un espace dans lequel, c'est ça l'idée de droit politique. Donc, ce n'est pas une notion anthropomorphique ni anthropocentrique. L'idée, c'est que ces chats libres disposent d'un espace dans lequel leurs besoins éthologiques seraient reconnus et respectés. Le besoin éthologique d'un chat, c'est d'avoir de l'espace, d'être en contact avec des éléments naturels, d'être en contact avec d'autres chats, d'appartenir à des familles de chats dans lesquelles il y a des relations d'amitié, qu'il peut y avoir des relations de pouvoir, etc., etc., mais de disposer d'une espèce de liberté. Ben, tout ça, dans les sociétés qui reposent sur la domestication, ce n'est pas pensable, parce que la domestication a été faite pour l'homme. Les chats ont été domestiqués, vous le savez peut-être, parce qu'ils remplissaient des intérêts humains. C'est pour lutter contre les rats, etc., pour protéger la nourriture, le blé, etc. C'est purement humain, la raison pour laquelle les chats ici sont avec nous. C'est pareil pour les chiens, au fond. Autrement dit, il faut essayer de penser une domestication qui ne soit pas une domestication anthropocentrique, soit une domestication qui intègre des intérêts communs. Mais c'est tout. C'est-à-dire que quand on dit droit politique, c'est véritablement dire une chose très simple, c'est que les animaux ne sont pas des humains, les animaux ne peuvent pas établir de contrat, mais on peut créer les conditions pour que, si on veut qu'ils continuent à vivre avec nous, les animaux disposent d'une protection juridique, politique, grâce à laquelle ils aient des interactions entre eux et avec nous. C'est ça un peu l'idée. Donc, on est loin de la projection de droit et de devoir. Tout ça, c'est des notions anthropocentriques qu'il faut aussi déconstruire, parce que quand on intègre d'autres vies que des vies humaines dans l'espace politique, dans l'espace du droit, il faut accepter aussi que la politique se transforme, que le droit se transforme. Et c'est ça qu'il faut travailler fondamentalement. Donc, ce n'est pas une projection de droit comme ça, naïvement, avec ils vont voter. Non, c'est pas du tout ça. C'est faire que la domestication soit progressivement un choix des animaux eux-mêmes. Ce qui est un peu le cas en ce moment pour les animaux de compagnie, et ce qui n'est pas du tout le cas pour les espèces d'élevage, évidemment. Ce serait ça un peu ma réponse, mais c'est un sujet très, très complexe. D'autres remarques ou questions? Alors, j'en vois là, je peux alors ça, c'est ce qu'on vient de faire plus ou moins. Une autre question, Olivier Borgé.
Est-il… Oui, vous êtes là, Olivier Bourget ? Je prends le relais, ouais. Allez, c'est parti. On vous écoute. Est-il légitime d'interdire les expérimentations chimiques sur les animaux, je pense aux chimpanzés, aux rats, etc., pour des applications médicales surtout, par exemple la recherche contre le cancer, l'Alzheimer, etc., ou des maladies plus graves dont je n'ai pas forcément connaissance, et notamment les expériences précisément qui entraîneraient nécessairement la mort. C'est-à-dire la mort de l'animal serait un facteur à étudier de statistiques, etc. Et alors, ferait-on le choix de ne sacrifier aucun animal et de ne trouver aucun remède à ces maladies dans le cas où, effectivement, la mort est un processus nécessaire pour obtenir des données, etc. Et personnellement, je ferais ce choix-là, de ne trouver aucun remède à ces maladies pour ne sacrifier aucun animal. Mais quels sont les arguments et contre-arguments de ces choses-là? Très, très bonne question. En effet, on sait maintenant que les sciences reposent en grande partie sur, les découvertes qu'elles peuvent faire, sur l'expérimentation animale, c'est-à-dire l'utilisation des animaux qui seront ensuite sacrifiés. Et ça concerne absolument toutes les sciences, des sciences médicales, des sciences liées mais vraiment, par exemple, les sciences qui sont en lien avec le transport, les sciences qui sont en lien, ou les connaissances plus générales qui sont en lien avec l'aviation. Nous n'imaginons pas à quel point des millions et des millions d'animaux sont utilisés dans le cadre de ce qu'on appelle l'expérimentation animale. C'est inimaginable, parce que tout cela est en grande partie caché. Savez-vous, par exemple, que près de Dijon, il y a l'un des plus grands centres d'élevage d'animaux destinés à l'expérimentation animale. Ces animaux, ce sont des chiens, ce sont même des beagles. Le saviez-vous? J'espère que oui. Il doit y avoir, on n'a pas trop d'informations, mais il doit y avoir, je ne sais pas, 2-3 000 chiens qui vivent toute leur vie là-bas, qui sont élevés là-bas depuis leur enfance jusqu'à l'âge adulte, où ils vont être achetés et vendus. Donc ça crée beaucoup d'argent, achetés par des laboratoires pharmaceutiques, par des centres de recherche publics financés par nos impôts, etc., etc. Donc, ils sont achetés pour qu'on expérimente sur eux et que… alors, j'ai l'impression que les choses commencent un tout petit peu à bouger puisque je vois, par exemple ici, près de chez moi, je vois beaucoup de personnes qui ont des beagles. Et je leur demande, mais comment ça se fait que vous avez des beagles? Elles me disent, en fait, ce sont effectivement des animaux qui viennent de cet élevage. Et ce sont des animaux sur lesquels on n'a pas beaucoup expérimenté. Donc, ils n'ont pas été tués. Et donc, ils ont été confiés aux sociétés de protection animale. Ensuite, ils ont été choisis par des individus. C'est pour ça qu'on voit autant de chiens appartenant à cette espèce, qui est l'espèce sur laquelle on expérimente le plus. L'idée, c'est est-ce que la science peut continuer à faire, les sciences peuvent continuer à faire des progrès médicaux, principalement, parce que c'est ça l'enjeu fondamental, sans que ça passe par l'expérimentation et le sacrifice des animaux. À ma connaissance, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Et la question est toujours la même. Mais pourquoi l'État, les institutions politiques et les institutions de recherche essentiellement publiques qui dépendent des financements de l'État, pourquoi l'État freine-t-il à ce point pour sortir de cette expérimentation? Bien, tout simplement parce que c'est lié à ce que j'essayais de dire. C'est-à-dire que l'État a une vision de l'animal qui est purement instrumentale. Pour l'État, l'animal n'existe pas en tant que sujet. Pour l'État, l'animal n'existe pas en tant que personne. Et il s'agit de convaincre l'État que c'est un préjugé, que c'est ça l'origine de la violence. C'est qu'à partir du moment où l'État va diffuser dans toute la société cette idée-là que l'animal, non seulement ce n'est pas un être qui souffre, mais c'est un être qui ne peut pas entrer dans cette considération morale, eh bien, ça va donner une légitimité aux institutions scientifiques, sans évidemment parler de… alors là, c'est plus vraiment de la légitimité, mais le fait que les laboratoires pharmaceutiques, je vais dire les choses clairement, elles sont là pour faire du profit. Donc ça voudrait dire que la solution, elle n'est pas, au fond, dans le fait de savoir si il faut… c'est bien ou si c'est mal, et si c'est possible scientifiquement ou pas
de sortir de cette expérimentation animale. Scientifiquement, c'est tout à fait possible, et ce, parce qu'il y a des scientifiques importants, sérieux, qui ont développé des arguments pour dire que c'est tout à fait possible de continuer à faire des progrès aux sciences sans que cela passe par la mort de l'animal, l'enfermement de l'animal, l'élevage, comme on le voit ici, etc. C'est tout à fait possible. C'est pas ça véritablement la question. La question est de savoir, mais comment, encore une fois, introduire dans l'esprit de l'État, dans l'esprit public, des idées qui le feraient évoluer par rapport à l'image qu'il se fait de l'animal, qui est une vieille image qui a environ 5 siècles et qui est en grande partie, cette image peut s'exprimer dans ce qu'on appelle la zootechnie. La zootechnie, c'est le fait de considérer que l'animal est un corps au service des sociétés humaines. Et à partir de ce moment-là, on peut faire de ce corps à peu près tout ce qu'on veut. Comment convaincre l'État de transformer cette image? C'est l'enjeu politique. L'éthique animale, c'est une question politique. Ce n'est pas qu'une question morale, comme pendant des années, l'éthique animale l'a pensé, l'a voulu, etc., etc. La seule solution, c'est de montrer qu'il peut y avoir des comportements politiques chez les animaux qui sont respectables, qui sont dignes, alors qui vont être évidemment moins élaborés que les nôtres, mais que cela a du sens. Voilà, du sens politique, et ça permet de... Ah, il y a mon chat derrière moi. C'est un beau chat quand même. Un peu d'humour. Voilà, donc voilà, mais c'est une question immense. Voilà, je ne l'avais pas vu derrière moi. Il s'appelle Spinoza, si vous voulez connaître son nom. Oui, pardon. Continuons, si vous voulez. Pas de souci. Donc, pour revenir finalement sur le débat un peu de tout à l'heure sur les droits et les devoirs des animaux, vous avez énoncé le fait que ce serait possible d'avoir des endroits avec des chats qui seraient libres, etc. Et parler du fait qu'il faudrait peut-être les stériliser. Mais dans ce cas-là, donc on a une question, est-ce que réglementer la reproduction des animaux, n'est-ce pas de l'anthropocentrisme et du paternalisme? Et finalement de savoir plus pour eux ce qui est bon ou non? Non, je ne pense pas. En fait, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui fait beaucoup souffrir l'espèce animale féline, c'est le fait qu'il n'y a pas de loi de stérilisation qui permettrait de diminuer la population féline. On sait très bien que plus il y a de chats, plus il y a de la souffrance, puisqu'ils auront moins à manger, ils seront pourchassés parce qu'il y en aura plus dans certains espaces, en ville, etc. Donc, plus il y a d'animaux, plus il y a de la souffrance. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est réguler la population pour que ces animaux puissent continuer à vivre avec nous, s'ils le souhaitent, et ne plus souffrir. C'est ça l'idée. Donc, en fait, il n'y a pas plus de paternalisme que quand on propose à des humains, s'ils veulent. Alors vous allez me dire, mais les humains, on leur propose. Donc, c'est un choix libre. Oui, c'est ça la différence. Si on propose à l'animal, et c'est en ça que l'éthique animale ne nie pas les différences. Il n'y a que des différences entre les espèces vivantes. L'idée, c'est qu'on ne peut pas demander aux animaux ce qu'on demande aux humains. Et donc, on peut considérer que ce n'est pas de l'anthropocentrisme, ni de l'anthropomorphisme, ni du paternalisme, etc., que de dire que moins il y aura d'animaux vivants dans un milieu, moins il y aura de souffrance, plus ils pourront réaliser leurs besoins éthologiques, leurs besoins d'interaction, leurs besoins de socialisation, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de jouer, le plaisir voilà, c'est ça l'idée. Donc, l'idée consiste à ne pas projeter nos catégories sur des vivants qui ne sont pas, je le répète, comme nous. Le seul point qui nous relie à eux, c'est qu'aucun vivant, que ce soit un vivant animal ou un vivant humain, ne désire souffrir. C'est la question de la souffrance. Ça, on en a parlé. À partir de du moment où les conditions sont réunies dans une société, mais ce n'est pas demain la veille, pour qu'aucun vivant, animal ou humain, ne souffre, là, on peut se permettre de stériliser les espèces félines pour éviter justement qu'il y ait de la violence entre elles, etc. etc. Mais encore une fois, le mot paternalisme, c'est un mot qui relève d'une projection de l'humain sur l'animal, et il faut pas, je pense que c'est une grave erreur. Ils ne sont pas comme nous et nous ne sommes pas comme eux. Donc il faut intégrer la question de la différence dans la réflexion éthique. Sinon, on reconduit la violence actuelle. Voilà. Merci beaucoup. De rien. On va prendre une dernière question.
un peu plus ouverte, avons-nous plus besoin des animaux qu'ils n'ont besoin de nous? Alors, très très bonne question. On en a un peu parlé tout à l'heure. Pour le moment, l'humanité est convaincue qu'elle a besoin des animaux pour se nourrir. Je pense que c'est une fausse conviction. C'est-à-dire qu'on peut se nourrir, j'en ai pas beaucoup parlé, sans manger des animaux. Alors, je vais pas parler de moi, mais ça fait 20 ans que je suis végane et je suis pas mort. Donc, ça veut dire que l'être humain dispose de ce qu'on appelle une capacité de plasticité biologique. C'est-à-dire que si, en effet, ça on le sait maintenant, notre cerveau s'est beaucoup développé, très probablement en mangeant de la viande, parce qu'on était dans des milieux où les températures étaient très basses, etc., et que l'humanité n'aurait peut-être pas survécu si elle n'avait pas tué des animaux sauvages, etc., pour se nourrir. Aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes conditions de vie. On n'a pas besoin de tuer des mammouths pour continuer à survivre. On n'a plus besoin de tuer des animaux pour continuer à survivre. Il existe plein de produits de substitution, etc. Autrement dit, on est dans la culture. C'est une habitude culturelle ancrée dans l'esprit de l'humanité, moi je dirais dans l'inconscient de l'humanité, qui donne l'impression qu'on ne peut pas vivre sans eux. Mais en éduquant, en faisant tout ce que j'ai proposé, on peut sortir de cette fausse croyance. Et inversement, je pense que nous avons créé beaucoup trop de dépendance des animaux vis-à-vis de nous. Par exemple, les animaux de compagnie, on sait maintenant qu'ils souffrent en grande partie lorsqu'ils ne sont plus en interaction avec des humains, alors qu'ils ont été habitués à l'être. Et donc, il s'agirait justement de faire ce que j'ai tenté de dire, c'est-à-dire de créer des espaces où on verrait ce que c'est que pour un animal de disposer d'une certaine forme de liberté. C'est à la fois proche de nous, par rapport à tout ce qu'on a dit, mais en même temps, on ne vivrait plus dans le même espace qu'eux et il y aurait moins de conditions de dépendance. Parce que les animaux s'adaptent en permanence. Les animaux sont des êtres plastiques, dans le sens de l'adaptation permanente, comme les humains. Ça, c'est une idée fondamentale. Il n'y a rien de figé il n'y a pas de nature animale, en fait. Il y a un corps animal, mais ce corps animal, il dispose d'un cerveau qui se transforme, qui évolue, qui est capable de comprendre certains éléments, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est que ce qui fait aujourd'hui souffrir les animaux, c'est que nous avons créé beaucoup trop de liens de dépendance. Et donc, il faut aller vers des sociétés de la dédomestication, continuer à vivre certaines interactions avec eux, mais essayer de les rendre les plus autonomes possibles, les plus libres possibles. Cela n'empêchera pas, si un jour, dans la ville où j'habite, il y a des espaces où il y a des chats libres, cela ne m'empêchera pas d'aller voir les chats que je connais, les chats avec lesquels je suis en interaction. Et s'il y en a un qui veut venir passer un moment avec moi, voire une nuit avec moi, pourquoi pas, eh bien, je suis prêt à l'accepter. Voilà. Pour le moment, le fait qu'on soit trop proche d'eux, ça crée de la dépendance et de la souffrance, et ils deviennent un peu à notre image, et ça, il faut y mettre fin. Très bien, eh ben, merci beaucoup. Là, on a un petit peu dépassé. Ah, on a une dernière question, mais c'est vrai qu'on a dépassé le temps, donc on va s'arrêter là. Très Merci bien. beaucoup. Merci beaucoup présentation. pour l'invitation, et ce fut un plaisir de dialoguer avec moi. Et si vous voulez, pardon, mais si vous voulez connaître mes idées en détail, je viens de publier un ouvrage qui s'appelle « Une éthique animale pour le XXIe siècle » où en 220 pages maximum, j'explicite tout ça, la question politique, la question des nouveaux liens qu'il faut créer avec eux, etc., etc. Donc, merci infiniment pour l'invitation qui m'a fait très, très plaisir.